pédiatre. Je me suis souvent occupée dans ce domaine des enfants pour lesquels on pouvait faire quelque chose, c'est-à-dire les enfants épileptiques et les troubles du langage. Et j'ai dirigé depuis 2000 le centre référent de Bicêtre, qui a cette particularité d'avoir une école intégrée, je dirais, de la dernière chance. Et puis, parce qu'il fallait que je laisse la place aux plus jeunes, compte tenu de mon âge, et aussi parce que j'étais désolée de ces coups de fil dont a parlé un petit peu Sybille, de voir ces délais prolongés, du fait que nous recevions toujours des enfants non lecteurs à 10 ans, alors qu'avons-nous fait en 11 ans. J'ai donc, avec la mairie de Paris, mis en place un dispositif qui est maintenant pérennisé et qui s'appelle Paris Santé Réussite et qui est, je dirais, Sybille, un niveau 2, structuré, public, un peu organisé pour les populations défavorisées. Donc, avant que nous fassions ce travail avec Brigitte Lefebvre et à la commission de la santé, etc., nous avions donc déjà mis au point une proposition représentée avec la mairie de Paris d'un parcours de soins structurés. Alors il y a des éléments qui vont peut-être vous choquer, mais je crois que je vais m'en expliquer. En tout cas, l'objectif, il est toujours le même. C'est en bas et à droite, et avec tout ça, on fait quoi? Quelques données chiffrées, je vais aller très vite. Sybille l'a dit, il y a trop d'enfants dyslexiques. Vous savez ce que c'est, vous êtes des parents. Sybille l'a dit aussi, il y a une avancée réelle des troubles depuis les années 2000, c'est tout à fait clair et c'est extrêmement important. Et donc, malheureusement, je vais rester sur les éléments qui restent à faire, qui ne sont pas encore parfaits. Des délais pour les évaluations et les soins qui sont encore trop élevés, des professionnels qui sont peu accessibles, pas peu accessibles, mais peu accessibles, soit géographiquement, soit financièrement, et pour des familles, des projets de soins qui sont parfois insuffisamment clairs vers quel objectif et quelle organisation. Et puis je vais vous parler d'autres choses qui ne sont pas les enfants 10, qui sont les enfants en difficulté scolaire. Alors vous allez me dire, c'est pas pareil. C'est vrai, c'est un générique et une définition beaucoup plus large, beaucoup moins précise. C'est mon enfant parle mal, mon enfant lit mal, écrit mal, n'est pas droit, etc., etc. Vous savez que la fréquence de ces difficultés scolaires est exponentielle, particulièrement dans les environnements défavorisés. Vous savez que nous n'avons pas le prix d'honneur, loin de là, que PISA montre que ça se dégrade progressivement. Vous savez aussi que tous les politiques lèvent l'étendard de la lutte contre l'illettrisme. Mais, là aussi, il reste beaucoup de choses à faire. Une action pédagogique encore insuffisamment rigoureuse, Jaga le sait, alors qu'elle a prouvé son efficacité dans de nombreux pays et avec des publications très sérieuses et une harmonisation école-santé encore insuffisante. J'ai fait plus, il faut faire moins, il faut faire ça. Alors, les 10 et les difficultés scolaires, est-ce qu'on peut les voir ensemble? Finalement, ils ont des points communs. Leurs besoins doivent être connus tôt pour une réponse adaptée, qui sera toujours en partie pédagogique, à laquelle il faudra adjoindre, pour certains, c'est-à-dire les enfants 10, des soins correspondant à leurs besoins. Mais au début, leurs besoins sont similaires. Là, je suppose que les enfants d'Agnès ont eu du mal à apprendre à lire en CP, par exemple. Donc, au début, entre un enfant qui est en difficulté d'apprendre à lire et ce qui deviendra ou ne deviendra pas un enfant dyslexique, c'est un peu la même chose. Et par exemple, si je vous montre cette dictée à gauche de... moi, je suis un peu dyspraxique, donc je vais trembler, mais c'est pas grave. Cette dictée du petit Kevin en mi-CP qui écrit « Elle joue avec le petit chat noir », vous seriez inquiet. Eh bien non, Kevin, avec la réponse pédagogique mise en place par son enseignante, en CE1, il était tout à fait normal, encore en CE2.
Si par contre vous voyez la dictée de cette petite fille qui est en fait en CE2 et qui ne peut guère accéder qu'à une dictée de CE1 et qui écrit le petit chien dort, alors vous allez voir parce que ma flèche, j'abandonne, le petit chien dort près de la cheminée, ça ne vous paraît pas catastrophique, mais elle est franchement pathologique puisqu'elle est en CE2. Donc, en gros, c'est l'évolution avec la réponse pédagogique qui va aussi aider à définir quand l'enfant aura besoin de soins. Alors, deux petits préalables. Les enjeux d'un parcours de soins, c'est clair, couvrir les besoins d'une large population, quel que soit le type et la sévérité des troubles, aux différents moments de la vie, et je crois que vous nous l'avez bien exprimé, Madame la Surprise, dans un environnement géographique et social, même quand il est favorisé, on peut prendre ce parcours de soins par deux bouts. On peut le prendre par le bout qui a été pris dans le plan 2000 et qui était indispensable, on n'en discute pas. C'est-à-dire en partant des enfants authentifiés 10. C'est ce qui a été fait. Mais on peut aussi peut-être le prendre différemment, en commençant au départ, en partant de l'ensemble des enfants en peine d'apprentissage. Et c'est cela que j'envisagerais avec quelque chose qui ne correspond pas à ma nature propre, c'est-à-dire une organisation structurée, un parcours par étapes structurées, évaluées, définies selon la sévérité et l'évolution de l'enfant, selon les besoins de l'enfant. Sans perte de chance pour les enfants 10, au contraire, puisque de ce fait, ils seront reconnus et accéderont aux soins plus tôt. Le deuxième préalable, c'est que je vais prendre le nom de soins avec un petit peu différemment de ce que nous a dit Jaya. C'est-à-dire que certes, il y a des soins qui relèvent de la santé, prescrits par les médecins, ceux qui n'ont pas été formés, réalisés par les rééducateurs, c'est très clair. Mais on pourrait aussi considérer qu'à l'école, on pourrait faire des soins, entre guillemets, donnez-moi un autre nom si vous le souhaitez, ça n'a pas d'importance à partir du moment où on a des enseignants formés qui peuvent faire ce qu'on connaît, ce qui est fait dans d'autres pays, en petits groupes à besoins similaires, selon des protocoles rigoureux, issus des évaluations scientifiques et évalués, tout cela harmonisé, pris en charge rigoureusement. Vous voyez, hein, on arrive au pays des bisounours. Donc, une pyramide qui partirait au départ de l'apprentissage de toute la classe. La seule chose qu'on demande dans cette pédagogie, c'est pas la seule chose, mais on demanderait déjà dans cette pédagogie de toute la classe qu'elle tienne compte de ce qu'on sait sur le plan des fonctions cognitives. Pour certains enfants, ça ne va pas suffire. Ils vont être en difficulté. Et donc là, il faudra mettre en place une action préventive, je dirais, parce qu'on ne sait pas ce qui vont devenir plus tard, de ces difficultés. C'est-à-dire, parents, enseignants, surtout, repérer avec des évaluations normées, et elles existent, et elles ont prouvé leur efficacité, afin de mettre en place ces fameuses réponses pédagogiques rigoureuses. C'est l'affaire de l'éducation nationale, elle a besoin aujourd'hui des experts de la recherche et de la santé et des praticiens. Ça va suffire pour les 2/3 des enfants ou la moitié des enfants, il suffit de garder un œil et de suivre. C'est la petite flèche bleue, tout va bien. Mais ça ne va pas suffire pour tout le monde. Donc, à ce moment-là, assez vite, on se retrouve dans la nécessité d'y ajouter des soins. C'est la prescription par les médecins, qu'on préférerait éclairer, avec des soins de première infusion à proximité, selon les difficultés des enfants. Là encore, beaucoup des enfants atteindront les objectifs avec cette deuxième étape. Il faudra là aussi garder un œil sur eux pour voir si d'autres aspects apparaissent encore. Mais, un certain nombre, ça ne suffira pas. C'est trop complexe, on n'y comprend rien, ou ça n'avance pas. Et c'est là où arrive le niveau 2. Alors, je vous rassure, j'ai dirigé un centre référent, donc je décline avec l'âge et la retraite au niveau 2. Mais je vous assure que c'est quelque chose qui est fait en toute connaissance et sans prétendre qu'on puisse tout faire. C'est donc la nécessité, à ce moment-là, de pouvoir avoir une évaluation pluridisciplinaire
ordinaire, de pouvoir donner à la famille un projet harmonisé de soins priorisés. Parce que les mamans ne sont pas des chauffeurs Uber. Et là, c'est le fait des structures de niveau 2, de plusieurs types. Bon, c'est pas le sujet aujourd'hui de les détailler. L'objectif étant de réorienter le projet de soins en réexpliquant aux professionnels ce qui pourrait être fait, comment ça pourrait être fait, donc en les aidant, en gros, les enfants, mais aussi les professionnels. Éventuellement, si les éléments sont trop importants, de faire ces aides à la saisine d'MDPH, des structures spécialisées dont on connaît toutes les complications. Donc voilà, ma pyramide, elle est évidemment, le niveau 2 ne doit pas être comme ça isolé, il doit être très proche des professionnels. PSR est très proche des enseignants, parce qu'il y a une action préventive, mais sinon, il doit être aussi proche de niveau 1, et bien entendu, ils ne peuvent pas vivre sans les niveaux 3 et la vie, l'animation des niveaux 3. Donc, objectif, méthodologie, conditions, ça va être simple. L'objectif de cette pyramide, c'est pour tous, que ce soit le langage oral, que ce soit la lecture, et j'ai oublié les praxies, justement parce qu'on est une famille de dyspraxiques. La lecture, la transcripture, l'écriture, le nombre, le calcul. Comment? C'est par un programme structuré, dont l'évolution dépendra des besoins de l'enfant à chaque étape et dont ses effets seront appréciés. À quelles conditions? Eh bien, elles sont quand même très importantes. Il faut que la mission de chacun soit bien définie et indiscutable. Plus de réponses pédagogiques avec sous la base du volontariat des enseignants. Non. Il faut qu'il y ait une formation théorique et pratique. Je dois dire que je veux lever un malentendu, je ne juge personne dans cette histoire, et surtout pas les enseignants avec lesquels. Mais bon, voilà, je conseille de lire Qui sont les assassins de l'école. Mais pas les enseignants, justement. Avec une formation théorique et pratique, ils en ont besoin. Et avec une rigueur absolue, c'est indispensable. La prévention pédagogique, parce que l'école, c'est pas seulement les adaptations. C'est repérer très rigoureusement les enfants en difficulté à des âges clés pour leur offrir la réponse adaptée qui, en gros, aura deux éléments essentiels. Premièrement, il faudra leur proposer plus d'apprentissage formel avec plus de béquilles et en petits groupes à besoins similaires. Ils restent à l'école, dans leur classe, mais il y a des temps où ils seront un petit peu plus, avec plus de béquilles. C'est ce qu'on appelle les entraînements, tous ceux qui ont été effectués depuis ma première revue de littérature pour l'expertise INSEP, c'était les années 1990 quand même. Ce sont des principes dont on peut dire qu'ils tardent à se mettre en place en France. Alors ces âges clés, on va être très vite, c'est le langage oral en maternelle, c'est en fin de maternelle tout ce qui va être indispensable à l'apprentissage de la lecture, c'est le nombre, on ne peut pas laisser s'effondrer le nombre comme ça. En primaire, ça va être l'apprentissage de la lecture, l'encodage, toujours le nombre, bien évidemment l'écriture, les praxies, et puis après, ça va encore être des éléments. Donc, il y a du travail, mais les choses sont assez claires et on sait ce qu'on peut faire. Si ça ne suffit pas, nous arrivons à l'étage 2 de la fusée, à l'envers, c'est les soins de niveau 1 qui doivent s'associer à la réponse pédagogique, non pas à la place. Une prescription médicale éclairée, aucun médecin ne prescrit un antihypertenseur sans prendre l'attention. Donc pourquoi un médecin prescrirait un bilan orthophonique pour un enfant qui lit mal sans explorer en 5 minutes, je vous assure, montre en main, et il est d'excellentes batteries pour ça, la lecture de l'enfant. C'est une rééducation rigoureuse. Encore une fois, il ne s'agit pas de juger la personne. Avec des axes, ou un axe, j'ai mis exprès, priorisé, sur la gêne prédominante de l'enfant. Peu d'axes. J'ai trop vu, nous avons trop vu à Bicêtre, Martine Lesté, des enfants arrivés avec une demi-heure de rééducation orthophonique depuis fort longtemps, encore avec 10 axes de rééducation. Ben non, 30 minutes divisé par 10, ça fait 3 minutes, ça ne peut pas le faire. Avec
une intensité suffisante. Je ne sais pas, monsieur, j'ai oublié son nom, Valérie Michael, nous expliquera comment c'est fait dans les autres pays, mais en France, on traîne avec les prises en charge une fois par semaine pendant des années, sans jamais oser les arrêter, avec des évaluations précises des effets pour savoir si on arrête et on suit l'enfant, c'est pas la mer à boire, on va arrêter la rééducation mais on va suivre l'enfant, ou si au contraire on continue parce qu'on n'a pas tout à fait nos objectifs et on veut continuer, ou si ça ne le fait pas, il faut demander l'aide ailleurs. Alors les points faibles de notre système de soins, c'est le nombre et le calcul. Je vous assure, c'est une catastrophe parce que le monde professionnel actuel exige de plus en plus d'exigences là-dedans. Bien entendu, ce n'est pas la place de la lecture et de l'écriture, ni des praxis, mais c'est une catastrophe. C'est évidemment le problème de l'accès aux professionnels non remboursés, et puis c'est surtout l'accès fluide au niveau plus spécialisé, ce qui a fait qu'avec Brigitte Lefebvre et Bertrand Chevalier, l'idée du niveau 2 est apparue comme indispensable pour tous les professionnels. Donc qu'est-ce que ça va être ces niveaux 2 ? La première condition, c'est qu'ils doivent être effectivement coordonnés par un médecin spécialisé, expert. Ça ne veut pas dire qu'il connaît tout, ça veut dire que ça, il le sait, formé sur les connaissances actuelles, cognitives, des troubles des apprentissages. C'est indispensable et je vous assure que nous n'en avons pas assez aujourd'hui. Tout quand les vieux partiront enfin à la retraite. Ça doit être dans toutes les dimensions. C'est-à-dire qu'il faut une équipe pluridisciplinaire et il faut aussi prendre en compte, pas jeter le bébé avec l'eau du bain, il faut prendre en compte aussi, évidemment, l'environnement social, mais aussi la vie psychique des enfants. Ça doit être réparti sur le territoire, ça doit tenir compte des particularités des populations. Et ce niveau 2, il peut aider, pas remplacer le niveau 3, au contraire, mais il peut aider à animer le niveau 1, puisqu'il est tout près. Il peut remplir les besoins d'évaluation, et j'ai noté alors ça y est, je ne me souviens plus, les externalisés là de Madame Neville, c'est effectivement les plateformes de compétences externalisées. C'est pôle de compétences. Oh, le pôle, vous voyez, elle me souffle mal, hein. Heureusement que vous êtes là. Ça doit aussi, effectivement, Sylvie, tu as tout à fait raison, ça doit absolument avoir un rôle de coordination et de projet avec une synthèse lisible pour les parents et pour l'enfant, je dirais même pour l'enfant et pour les parents, avec un projet priorisé. Je vois trop, et je crois qu'on voit encore trop, halte au saupoudrage de prise en charge. Alors ça suffit pas là, l'orthophonie, donc on va mettre un peu de psychomotricité, l'orthopsie n'en parlons pas, il l'a déjà eu, et etc., etc. Et tout ça qui disperse les enfants de façon dramatique et transforme donc les mamans et les papas maintenant en chauffeurs Uber. Avec bien entendu un suivi rigoureux, parce que derrière il y a le centre référent et il ne faut pas que ce soit en rivalité avec le centre référent, ni dans un sens, ni dans l'autre. Il reste du travail sur le centre référent, nous ne sommes pas inquiets, en particulier sur le plan de la recherche clinique, quand vous savez qu'aucune méthode en France n'est évaluée, qu'aucune évaluation sérieuse ne permet de dire si tel bilan est meilleur que tel autre bilan, et puis etc., etc. Alors, quelques obligations pour presque terminer. Les besoins, les obligations, c'est qu'il faut répondre aux besoins de l'enfant. Finalement, je vous dirais, j'oserais vous dire, vous, parents d'enfants 10, que l'étiquette ne fait pas tout. Alors, vous voyez, je ne vous ai pas dit, on s'en fout. Je vous ai dit, l'étiquette ne fait pas tout. Et ce qui compte, c'est les besoins de l'enfant. Ce qui compte, c'est que les parents puissent avoir une lisibilité et soient au centre de ce parcours de soins. Ce qu'il faut aussi, c'est que les ressources humaines soient adéquates aux populations. C'est-à-dire que si tous les médecins compétents sont installés dans le 7e arrondissement, ça ne va pas le faire pour les populations rurales, etc. Il faut qu'il y ait une rigueur et des compétences de chacun adaptées à la mission.
C'est par exemple le médecin coordonnateur, sans exclure les dimensions, le médecin spécialisé dans les fonctions cognitives pour le médecin coordinateur. Il faut qu'il y ait une confiance mutuelle entre les partenaires. Il faut qu'on le fasse, que tous, qu'il y ait suffisamment de fluidité pour les échanges. Et il faut qu'on arrête de séparer l'école et la santé. Jean-Charles Ringard le savait trop bien. Pour conclure, c'est possible, nous l'avons fait dans les quartiers défavorisés de Paris, avec un budget d'environ 100 000 € par an, donc pas la mer à boire. C'était une expérience pilote, maintenant c'est pérennisé avec un médecin qui me remplace, avec un budget tout à fait raisonnable et des soucis d'organisation liés à pas de locaux, etc., grands comme ça. Qu'est-ce qu'on a obtenu avec Paris Santé Réussite qui a commencé en 2011? C'est que d'année en année, dans les écoles où la réponse pédagogique en CP était effectuée, il y avait moins d'enfants dans la même école, faibles lecteurs, en CE1. Qu'est-ce qu'on a obtenu? C'est qu'il y avait plus de facilité pour les familles d'accéder aux évaluations pluridisciplinaires, puisque c'était tout près, que les médecins scolaires nous connaissaient, que les enseignants nous connaissaient. Et il faut savoir que 80% des enfants qui, dans les évaluations, étaient encore faibles lecteurs en CE1, 80% n'avaient pas de soins, puisqu'on était dans le quartier défavorisé. Ça a permis de mieux organiser ces soins, même si c'est loin d'être parfait, et le résultat, c'est que dans l'évaluation finale qui a été faite par un médecin extérieur, il n'y avait plus de non-lecteurs en CE1, en CM1, pardon, en CM1. Ça n'est pas facile, ça demande une prise de conscience collective et un pragmatisme des institutions. Ça demande une harmonisation des professionnels de la santé et de l'école. Et merci de votre